Karim, c'est ce mec, l'entrepreneur qui a fondé Miracle, l'agence créative derrière certains des micro-trottoirs les plus puissants du web. Aujourd'hui, Miracle, c'est plus d'1 milliard de vues cumulées rien que sur ses formats organiques, c'est des collabs avec les plus grosses marques du milieu et une réputation solide dans toute la France. Il a fait tout ça à 20 ans à peine et il est aujourd'hui en route vers le 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Karim, c'est le gars qui a transformé un simple format de rue en une machine à storytelling pour les marques sur les réseaux sociaux. Un entrepreneur parti de zéro qui a monté son agence à 19 ans avec juste de la dalle, de la débrouille et beaucoup de flair. Dans cet épisode, on va parler vrai. Et il a fallu du coup 21 jours pour que je fasse 10K. On va voir tous les secrets de son succès, mais aussi les galères cachées derrière une telle agence et des campagnes qui explosent. Tu vas découvrir les pièges à éviter quand on travaille pour des marques et tout ce qu'il faut absolument savoir pour cartonner dans ce milieu. Karim Soltani sur Solocrea, c'est maintenant. Salut Karim. Salut Adam. Bienvenue sur le podcast, très content de te recevoir. Karim, tu es le fondateur de l'agence Miracle. Je vais te laisser la présenter si ça te va. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que fait Miracle et qui tu es, comment est-ce que tu as commencé ? Moi du coup c'est Karim, j'ai 23 ans, ça fait 2 ans et demi environ, je me souviens plus exactement quand c'était ce que j'ai commencé. J'ai lancé mon agence Miracle. Miracle c'est simple, c'est une agence de création de contenu vertical spécialisée en organique et en ads pour les marques, e-commerce, DNVB, start-up, resto, tout ça quoi, B2B aussi. Voilà, globalement, simplement. T'apportes de la visibilité du coup aux marques avec des créas, donc c'est pour du paid, tu l'as dit. Donc c'est des créatives, des publicités que les marques t'achètent en gros et que tu produis pour les diffuser sur les réseaux. C'est ça, exactement. On fait pas d'organique ? Si, on fait de l'organique aussi beaucoup. On fait aussi beaucoup d'organique, on a quelques clients aussi références en organique, mais c'est les deux. Aussi dans notre équipe, on a la capacité de faire les deux, donc voilà. Trop bien. Vous êtes combien aujourd'hui justement, juste pour poser le contexte et Ouais. après je vais te poser un peu quelques questions justement sur ton parcours, ta vision, etc. Mais aujourd'hui du coup vous êtes combien chez Miracle ? Et d'ailleurs petit disclaimer, les amis, je pensais qu'on disait Miracle, mais on dit Miracle, Karim me l'a confirmé juste avant de commencer. Donc je vais m'astreindre à dire Miracle. C'est les gens qui se sont appropriés. Voilà, c'est ça. Mais c'est autorisé, voilà. Vous avez l'autorisation officielle de Karim pour dire Miracle. Mais donc ouais, vous êtes combien aujourd'hui chez Miracle et c'est quoi un peu les chiffres ? Je sais pas si tu as des chiffres à me partager, soit en nombre de vues, en nombre de vidéos produites. Bien sûr. Du coup, Miracle, aujourd'hui, on est 6. On est 6 dans l'équipe, répartis entre la production et la partie créative. On a aussi des monteurs, des cadreurs. Donc aujourd'hui, on est 6 en comptant moi. En termes de chiffres, Miracle, depuis le début, c'est pratiquement 1 milliard de vues générées en organique et des centaines de milliers générées en paid pour nos clients. Voilà, en termes de chiffres, ce que ça représente. C'est marrant, j'aurais dit l'inverse, c'est-à-dire que vous avez plus perf en organique qu'en paid, alors même que vous travaillez avec des marques à gros budget en plus. Ouais, c'est pas forcément ça, c'est que c'est plus impressionnant les chiffres organiques. Tu peux faire, on a des clients qui font des dizaines de millions de vues par mois, mais ils ont pas la répercussion qu'un gars qui va faire du paid, en faisant beaucoup moins d'impression. Donc c'est plus impressionnant. Mais ça veut pas dire qu'on est 100% une agence organique. Par contre, on a les capacités pour. Comment est-ce que ça a commencé ? Donc, tu as dit que tu as lancé l'agence il y a 2 ans et demi. Est-ce que tu es un créateur short de base ou pas du tout ? Comment est-ce que tu es arrivé à faire ça ? Non, pas du tout. Comment, Miracle ? Pas du tout. Comment ça commence ? Je finis le lycée, donc j'ai mon bac. Je dois aller dans le supérieur. J'essaye d'aller à Sciences Po. J'ai été refusé. Et je suis allé donc en GEA, gestion entreprise administration à Grenoble. Je fais 6 mois, je suis bon, c'est tout ce qui est comptabilité, RH, tout ça, là, management. Mais je m'y plais pas, je me dis c'est impossible que je reste assis sur une chaise pendant des années à être en train de taper des chiffres, c'est impossible pour moi. C'est combien de temps normalement GEA ? T'as 3 ans, mais après, tu sais, si tu veux devenir comptable par exemple, tu rajoutes encore 3 ans ou 4 ans. Ouais, pour être expert comptable. C'est ça, ouais. Exactement. Pour être expert comptable, je crois que c'est 8 ans en total. Je me suis dit, c'est impossible. Au bout de 6 mois, j'ai déjanté. Alors que j'étais bon, je crois, 10e de ma promo. Impossible. Donc à ce moment-là, je commence à scroller sur Twitter et je commence à tomber sur des missions freelance à droite à gauche. Et moi, je prends tout. Je me suis dit, attends, c'est sympa, tu vois, on va peut-être essayer des trucs et tout. Et donc, j'ai du site web, des logos, de la photo. Mais sorti nulle part comme ça, C'est ça. Moi, je suis arrivé, le mec, je lui ai dit, t'as combien de budget ? Je fais. Et sans expérience. Enfin, en gros, tu répondais à des appels d'offres sans expérience sur Twitter. On commence à travailler, quoi. Okay. C'est ça. J'arrivais, je disais, t'inquiète, je vais faire. Voilà. Et à partir des missions photo, j'ai eu une cliente à Nice. C'était une traiteuse. Et donc, moi, je me fais prêter un appareil photo à la MJC de ma ville. Je prends le train de chez moi vers Lyon jusqu'à Nice. J'y vais, je fais les photos, je lui fais des vidéos. Elle me présente une boucherie, je fais des photos, je fais des vidéos. Le mec, on me ramène un peu vers Monaco, pareil. Je dis, attends, mais c'est sympa. Je dis, c'est sympa tout ça. Donc je rentre, je finis l'année et je me dis, non, faut que j'aille en market. Faut que je fasse du marketing. J'aime trop. J'aime trop la vidéo. J'aime trop ce concept d'influencer un peu les gens vers l'achat. Enfin, je sais pas.
c'est stylé. Plus Il y a que de la compta, en création. tout cas. C'est ça? Plus que la compta pour toi. Bah oui. Oui. Bah oui. C'est chiant la compta. Donc voilà. Et de là, je vais dans une école qui est très connue et malheureusement tristement connue, qui s'appelle Digital College. Je suis allé en pleine connaissance. Il y avait les dramas, mais moi je voulais juste une alternance dans le marketing. Je sais pas ce que c'est l'école, c'est quoi les dramas en fait Les dramas, c'est très mauvaise gestion financière du directeur. C'est les cours nuls à chier. Ok, C'est nickel. plein de trucs comme ça, tu vois. Et toi, tu te dis j'y vais du coup. J'y vais, mais moi, j'étais au courant. J'étais au courant. Et donc, je fais ça. Je cherche une alternance. Je galère. Puis, j'ai un contact à moi sur Twitter qui me dit, t'inquiète, va à tel bâtiment, tel jour, telle heure. Il y a un mec, il est chaud de te prendre et tout. Je fais l'entretien. Il me demande tout ce que je sais faire. J'invente tout à 100%. Il me dit, tu sais faire du montage? J'ai dit oui, je savais pas. Et Attends, on est en quelle année là, juste là, pour situer ouais. on est en 2021. Ok, donc il y a 4 ans, ok. Non, 2022. Il y a 3 ans. Ouais, il y a 3 ans, voilà. Pas longtemps avant le début de Miracle en fait. Un an avant. Un an avant, ok. Un an avant, pile poil un an avant. Et donc, je fais ça. L'agence... non, c'était pas une agence, c'était du coup une start-up dans les Dark Kitchen, qui faisait des dark, dans la food tech. Et ils sont fat, et une semaine avant l'entretien, ils ont levé 70 millions. Je pense que je vois ce que c'est la boîte du coup. Ouais. On peut dire ou pas? Je sais Ça pas. dépend de la suite de l'histoire. Ça dépend de la suite de l'histoire. On veut la suite. Vas-y. C'est ça. Ça dépend vraiment de la suite de l'histoire. Oui. Et donc, il me demande un test. Je rentre chez moi. Je vois que je sais pas faire du montage. Même CapCut, impossible. Il m'a donné un test d'une vidéo. Je vais sur Discord. J'ai 30 € sur mon compte. Je trouve un mec sur Discord. Il me dit 20 balles pour la vidéo. Je lui paye. Il me fait la vidéo. Je leur envoie. Ils me prennent. Direction Paris. Et je rentre dans la startup. Et de là... Mais c'est quoi cette fraude? C'est ça. Je suis vraiment une fraude. Et je vous conseille de faire ça. Mais comment tu t'es dit que parce qu'après quand t'es en présentiel, enfin pardon, vas-y continue. Mais Ouais, bah moi je suis arrivé, je dis ah ouais, donc là maintenant c'est réel. Je dis c'est réel, là je suis à Paris, je vois il y a 30-40 personnes dans la boîte, ouais, dinguerie. Et je vois qu'il y a des marques super stylées, je découvre les marques, on fait visiter tout ça. Je dis c'est sympa, c'est énorme, je me dis là je pourrais m'éclater. Donc moi là-bas je suis juste monteur, il y avait un créateur de contenu à qui j'étais associé, du coup on était en binôme, et lui du coup... dans la boîte, voilà. tu veux dire? C'est ça, dans la boîte. Et pour répondre à ta question juste avant, bah moi, lui, j'arrive, je dis, ah ouais, c'est quoi un peu tes techniques, toi, pour monter Ah, c'est ça tes raccourcis, c'est B pour couper. Ah, vas-y, génial, je note. Moi, je faisais clic droit, vas-y. J'inventais, tu vois, des trucs comme ça. Et après, j'ai fait une semaine où j'apprenais sur YouTube à monter et c'était bon. Mais du coup, voilà. Et Fort quand même. Hein. c'est ça. Parce que ça veut dire que t'as été embauché en n'ayant jamais touché un logiciel de montage de ta vie. Et tu y es allé comme ça au C'est culot et c'est passé quoi. Putain, C'est ça, incroyable. exactement. Premier jour, il devait être un peu suspect quand même, les premiers jours. Ouais. Bah après, j'avais pas Profiter du grand chose fait à que faire. c'était l'onboarding et tout. C'est ça, c'était l'onboarding. Moi, je me la tuais à YouTube. Le soir, ouais, ok. C'était bon. Et de là, moi, je kiffe ce que fait le gars. Il crée du contenu, il fait des micro-trottoirs, il fait des concepts. Je dis, attends, c'est incroyable. Là, je découvre les micro-trottoirs. Je dis, c'est incroyable. Sauf que je vois qu'il fait pas trop de vues. Il stack entre 50 000 et 5 000. Quelques track records à 1 million, 2 millions. Mais c'est très hasardeux. Et moi, j'analyse tout ce qu'il fait. En termes de sous-titres, en termes de hook. Je regarde les autres qui font. D'ailleurs, il y a une personne que j'ai recrutée dans mon agence, en fait, j'ai analysé toutes ses vidéos et que moi j'ai dupliqué pour refaire en fait dans la startup. Et donc moi j'arrive avec un carnet 2 pages et je lui dis mec, faut qu'on fasse ça. Faut savoir qu'il avait une trentaine d'années. 30, Le 32, créateur ouais c'est ça, 30, 32, 35. On peut dire son nom ou pareil, ça dépend de la suite de l'histoire. Non, on va pas dire son nom. Ok. Mais il n'était pas connu. Ah, ok. Et du coup, bah, ce gars-là, il a pas voulu prendre du tout mes retours. Donc moi, je suis juste allé voir le CMO. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai des idées, je peux essayer. J'essaye. Première vidéo que je fais de toute ma vie entière sur TikTok, elle fait 1 million de vues en 24 heures. Sur le compte de la boîte, enfin de la Sur le- startup en plus. Sur le compte d'une des marques de la startup. Donc c'est, enfin entre guillemets, c'est encore plus dur sur un compte de marque, tu vois, que C'est ça. un compte Et personnel, quoi. exactement. Et c'était Donc, un grosse compte. perf, quoi. Ouais. C'était un compte, ça faisait 3 mois qu'ils essayaient de dépasser les 5000 abonnés. Et en une vidéo, on passe à 15 000. Et de là, c'est là où c'est parti. On me donne les clés, je fais tout ce que je veux. Chaque fois, ça marche, c'est incroyable. On m'a donné... Mais what the fuck. on me double mon salaire d'alternant, on me donne des avantages. T'es la rockstar de la boîte. C'est ça, exactement, tu sais, tout le monde vient un peu te voir parce que tu sais, il y a tous les brand managers, tu sais, qui eux voient leur CA augmenter. Grâce à toi, ils sont comme des oufs. Et puis l'apothéose, c'était, je sais pas si tu connais la marque Coquillette. Non. C'est une marque du coup de Dark Kitchen. Bon, du coup, les gens vont pouvoir retracer Ouais. la startup, mais c'est pas très grave. Du coup, c'est une marque du coup de bol de coquillettes. C'est un truc de bobo ultime. Ils vendent des coquillettes. En Dark Kitchen, des bols de coquillettes. Exactement, Je vais à péter un 15 peu. balles sur Uber Eats. Je vais péter un peu. T'as des coquillettes au ketchup à 8 euros. Pour te dire, tu vois, je te pose le contexte. Et donc, je fais pas mal de vidéos
comme ça. Et il y en a une qui explose à fond sur Twitter. C'était juste après que Karim Benzema a gagné son Ballon d'Or. Je faisais genre que Karim Benzema avait acheté des coquillettes, jambon machin, tu vois. Et ça explose sur Twitter à base de 10-15 millions d'impressions. Ah oui. On passe de 5K day en dark à 50K day en dark. x10 sur le chiffre d'affaires. C'est ça. Wow, ok. Et là, c'est la fusée. C'est la fusée. Et en parallèle, moi, j'étais sur Twitter. Et Attends, mais vous postez sur Twitter en plus? Il y avait un compte de marque sur Twitter et tu postes juste. Non, c'était un repost d'un gars. Ah, ok. Un gars qui dit, mais c'est quoi cette merde? Ah, ok. Qui dit, ouais, c'est quoi cette merde et tout. Et moi, de là, j'avais un ami qui avait une marque e-commerce qui cherche. Non, c'était pas encore mon ami, mais il cherchait quelqu'un pour faire des micro-trottoirs. Je lui dis, j'envoie un message. Je lui dis, vas-y, tiens, je te fais. Moi, je prends une meuf de ma classe. Je lui dis, tiens, viens, t'inquiète, je vais te donner 20 balles. On va marcher, on va faire zéro retour. Ouais, parce que du coup, t'es toujours en alternance. C'est ça, toujours en alternance. Toujours à digital. C'est ça, là, on est à la moitié de l'année. Ouais. Et de là, je lui fais 3 vidéos, elles explosent. 3 vidéos font peut-être 2,5 millions de vues. C'était une marque de soins au CBD. Et vu que c'était au CBD, c'était des patchs. Des patchs douleur anti-règles au CBD. Et en fait, ça ne passait pas sur Meta. Ouais, les restrictions liées aux différents Exactement. contenus, quoi. Donc CBD, c'est flagué. Exactement. Et donc, le seul bon moyen, c'était l'organique. Et là, je l'explose, je lui fais 2-3 ruptures de stock. Et là, c'est et en fait, lui, il vient me prendre. Que tu me C'est sors. ça. Ouais. C'est ça. Et lui, il vient me voir, il me dit, écoute, en vrai, je pense que t'as un truc à faire et tout. Il me dit, focus-toi sur les micro-trottoirs, lance une agence là-dedans. Et c'est ce que j'ai fait. Je fais ça donc en parallèle de mon alternance. Ça, c'est le client e-commerce CBD qui t'a dit ça. C'est ça. Il s'appelle Bichente. Ouais. Je pense que tu dois connaître. Je connais pas personnellement, mais je suis un peu de loin ce qu'il fait. Il est dans le e-commerce depuis longtemps. Ouais. C'est ça, exactement. Et du coup, c'était lui mon premier client. C'est un bon ami à moi. Il m'a des monteurs qui travaillent pour lui et tout maintenant, avec qui, enfin bref, des anciens. Ouais. Gars de mon équipe, quoi. Okay. Ouais, c'est ça. Et franchement, c'est un très bon gars. Je fais ça. Donc là, j'ai l'école, mon alternance. Enfin, du coup, ouais, l'alternance, la start-up et mon agence. Donc, je charbonne, je travaille peut-être de 8h jusqu'à 1h du mat tous les jours. C'est le charbon avec un grand C, là, cette heure-là. C'est le charbon avec un grand C. Et tu crées une SASU directe à ce moment-là, ou une boîte, t'es seul, t'as pas d'associé. Auto-entrepreneur. Okay. Auto-direct. C'est le truc le plus simple. En plus, j'avais pas de charge, je faisais tout moi-même, tournage moi-même. Oui, t'avais pas d'équipe, quoi. C'est ça exactement. Tout moi-même. Et donc, la startup, voilà, ça avance. Et arrive la fin de la première alternance. Donc, ils veulent me proposer un CDI et ils me proposent un salaire. Je lui dis, mais vous manquez de moi, en fait. Il me propose à peine plus que le SMIC. Et tu ne t'entraînes à rien. C'est ça. Ouais. Mais moi, je le prends super mal. Genre, j'ai pas voulu négocier. J'ai dit, OK, en fait, c'est juste, vous me chiez dessus. Je vais me lever gentiment. Je vais me barrer et fin. Et de là, on s'embrouille énormément avec le CMO. On s'embrouille. Il me dit, lui, du coup, à ce moment-là, il découvre que j'avais lancé mon agence à côté. Parce que moi, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, tu vois, de base. Et il me dit, ouais, machin, en fait, toi, tu voulais nous la mettre à l'envers, nanani, nanana. De toute manière, tu vas partir et tu verras, l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs. Cette phrase-là, ça a déclenché beaucoup de choses. Parce que quand je suis parti et que j'ai lancé mon agence, je suis plus parti sur une trajectoire de vengeance, de vouloir prouver que je voulais réussir. De revanche un peu, quoi. Ouais. C'est ça, de revanche qu'autre chose. Et donc, voilà, je fais ça. Ça, c'était mon parcours. Et de là, je lance Miracle. Et du coup, combien de chiffre d'affaires aujourd'hui, Miracle? Là, on doit être aux alentours de 600 000, 700 000. Annuel, du coup. Ouais, c'est ça exactement. Donc, est-ce que l'herbe est plus verte? L'herbe est beaucoup plus verte ailleurs. Voilà, je tiens à lui dire. Je vais jamais reparler depuis. Je sais qu'il regarde beaucoup mon profil LinkedIn, mais l'herbe est bien plus verte ailleurs. Moi, quand j'arrête, j'ai pas d'argent dans mon compte, mais il faut que je trouve une strat pour. Faut envoyer, quoi. Là, c'est charbon, c'est plus le grand C, c'est tout le mot, quoi. En majuscule, là, faut envoyer. Et à ce moment-là. Donc, t'es en alternance juste toujours. Donc, non, j'ai coupé. Là, t'es plus en alternance, mais t'es toujours dans ton école ou tu drop out aussi par l'école? J'arrête tout. Moi, j'arrête tout et tu pars pleine balle sur ton activité donc de freelance à l'époque. C'est ça, exactement. Là, j'arrête tout. Je me dis, c'est impossible. Faut que là, c'est focus. Faut convertir les C'est ça, ouais. C'est ça. Ma mère était pas trop chaud. Je négocie avec elle. Je lui dis, écoute, laisse-moi 1 an. Et si ça marche, t'inquiète, on continue. Si ça marche pas, je repars à l'école. Mon père, c'était OK. Lui, il avait déjà un profil un peu vagabond, entrepreneur, tu vois. Donc, lui, c'était OK. Mais voilà. Et donc, la stratégie, quand je commence, elle est simple. C'est bourriner. C'est faire 5 posts par jour sur Twitter. Parce qu'à l'époque, mon acquisition, c'était pratiquement
que Twitter. Ok, mais donc tu crées pas de contenu toi-même, t'es juste en mode personal branding à fond. Exactement. Pour acquérir des clients. Exactement. J'ai même et lancé faire des micro-trottoirs, mais pour les gens, pas pour toi. C'est ça, exactement. En mode agence, quoi. Agence, je me brand directement agence. Je crée un compte LinkedIn, je bombarde, je lance même une petite série avant, drôle maintenant aujourd'hui, parce que du coup, je la relance aujourd'hui maintenant sur YouTube, bien plus produite. Je faisais sur Twitter qui était road to devenir la meilleure agence créative de France. À l'époque, je savais pas que c'était si fat que ça, tu vois, ouais. le trajet, mais du coup, c'est ça le projet. Et donc, je bourrine. C'est du build-in public, du coup. Exactement. Ouais, exactement. J'irai voir. C'est ça. Okay. Ça a toujours été la strat, même jusqu'à aujourd'hui. Ce que je suis en train de faire sur YouTube, ce que je suis en train de faire sur LinkedIn, ce que je suis en train de faire sur Twitter, sur mes réseaux, Insta, etc. C'est toujours ça. J'ai toujours été full personal brand et jamais vraiment développé le branding miracle. C'est les gens, ils connaissent toujours Karim de Miracle et pas autre chose. Et donc, je fais ça. Je bourrine 5 posts par jour sur Twitter, des case studies, de la valeur, tout ça. Un post par jour sur LinkedIn. Franchement, j'envoie à fond. Excuse-moi, petite question, mais ouais. Comment tu fais ça? Parce que du coup, t'es vraiment polyvalent, c'est-à-dire que t'as compris les mécanismes de viralité des formats courts en vidéo, je veux dire, donc les shorts, quoi, et TikTok et compagnie. Mais le personal branding sur X et sur LinkedIn, c'est un exercice qui est complètement différent. Enfin, c'est un grand écart. Ah oui. Et donc, tu y arrives direct. Comment tu fais? C'est quoi ta strat un peu? Là, je te pose la question directe, mais. Ouais, la strat. J'ai jamais réussi, par exemple, à être discipliné sur X, alors que c'est là-bas, techniquement, que j'ai ma plus grosse audience. Mais X, je trouve ça trop dur, mec. Faut être transparent. C'est trop dur. Faut être transparent. Tu fais comment? Vas-y. C'est comment? Il faut juste montrer ce que tu fais. C'est la base de les gens peuvent pas savoir quitter si tu montres pas quitter. Mais bien sûr. Mais tu vois, je trouve ça par exemple moins dur sur LinkedIn que sur X. J'ai l'impression que tu vas flop beaucoup plus facilement sur X, alors que LinkedIn encore, tu vois, je veux dire, c'est très facile de flop aussi. T'as quelques formats qui sont bien. Ouais. Tu fais des threads, ça marche très bien. J'ai l'impression qu'il faut poster, genre tu sais, qu'on entend le fameux genre minimum 3 tweets, du coup, enfin 3 posts par jour minimum sur X, genre 2 threads par semaine. C'est intense, quoi, tu vois, en termes de. Faut bourriner. Ouais, ça, c'est clair, faut bourriner. Alors, il n'y a pas vraiment de croyance, parce que maintenant, je poste qu'une seule fois par jour sur X. Ouais, mais c'est quand même beaucoup, parce que si tu veux, et je suis désolé, je fais que te couper, mais je suis curieux de creuser ce point-là précis, vu que je l'ai expérimenté moi-même. En postant autant, sur le papier, c'est facile parce que c'est du texte et tout, mais vu qu'il faut apporter justement de la valeur, genre faire un thread intéressant, c'est quand même un peu de taf, tu vois. Ouais, tu les crames en plus, les threads générés par IA, un peu nuls. Ah oui, c'est impossible. Donc, en fait, que ça soit écrit par des humains, qui a de la vraie valeur. Même des fois, je fais des sortes de petites capsules vidéo, ça marche bien. Comment tu fais? C'est quoi ta strat? Est-ce que tu as un framework un peu pour ça? Ou est-ce que c'est full inspi? Tu te dis, est-ce que tu te lèves le matin, tu fais ton truc du jour? Est-ce que tu planifies 2 semaines en avance? Ouais, j'ai quelqu'un qui m'aide là-dessus, mais avant c'était juste des notes de ok, ça c'est intéressant, il y a cette marque qui fait des trucs cool que les gens connaissent, ça peut être bien. Je fais beaucoup de vol d'autorité, c'est-à-dire je vais par exemple case des marques que moi j'ai faites qui sont connues. Soit j'ai case des marques avec des chiffres impressionnants que j'ai fait moi, soit je vais case des marques des autres qui sont impressionnantes. Par exemple, tu vois, beaucoup de vol d'autorité. Sinon, tu vas faire ce qu'on appelle, moi je faisais beaucoup ça, tu vas build in public ton activité sans vendre. Mais en fait, tu vas juste te montrer. Par exemple. C'est l'étape préalable, là tu chauffes un peu l'audience. C'est ça, mais non, tu fais tout le temps. C'est même pas sans chauffer, c'est. Je veux dire, tu le fais en permanence, mais c'est pas effectivement. C'est pas des posts sur lesquels tu vas mettre des call to action direct. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le top of funnel, tu vois. Je mets juste un petit call to action à la fin. Au passage, moi c'est Karim, je fais des créas. Mais par exemple, tu vas dire, voilà, moi pour faire mes créas, je fais ci, je fais ça, je fais ma veille là. J'ai des comptes américains à droite, à gauche. Et les gens disent, ok, le mec, c'est un expert. Tu vois, en fait, il faut juste montrer que tu es un expert. Mais je tiens à souligner, du coup, moi, je pense, typiquement, si je prends mon cas personnel, je pense avoir la mécanique, tu vois, pour faire ça, mais j'ai extrêmement de mal à le faire sur la durée. Il faut se faire accompagner, c'est impossible sinon. Ouais. Enfin, soit tu le fais à plus petite dose, de manière très qualitative, soit tu te fais accompagner, mais c'est un coût. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Ok. Mais du coup, tu fais pas tout seul, mais au début, tu le fais tout seul, du coup. Ah oui, au début, je le faisais tout seul, mais quand j'ai commencé Miracle, du coup, après avoir tout drop, c'était le rythme était infernal. Hein. Je me levais à 7h, je dormais à 3h du matin. Tu recommençais, quoi. Tous les jours. Je vois très bien. Pas d'équilibre, tout en déséquilibre pour avoir des résultats déséquilibrés, tu vois. C'est la hustle culture à son paroxysme, mais ouais, c'est dur à tenir sur la durée. Enfin, c'est même pas possible. C'est ça. Bon, après, j'ai juste un léger petit burn-out, mais ça a duré une semaine, ça allait. Ok. Bon, désolé, du coup, grosse parenthèse, mais donc tu pars pleine balle en freelance, tu négocies avec ta mère un peu qui est ok, et tu pars sur 1 an où t'as pas le choix que de réussir. Et donc, tu pars en build-in public plus personal brand à fond sur LinkedIn et X. C'est ça. Et il a fallu du coup 21 jours pour que je fasse 10K. Merci pour cette phrase. C'est ça. Donc en vente, donc avec combien de clients typiquement 10K? Ton panier moyen c'est quoi? À l'époque, franchement, je vendais pas très cher. Hein. À l'époque, je faisais quoi C'était 10 créas. 10 créas, c'était quoi? C'était 700, 800 balles. Donc là, je devais avoir une
dizaine, vingtaine de clients. 15 clients, quoi. Ouais. Ouais, une quinzaine de clients pour faire ces chiffres. En 21 jours, c'est quasiment un client par jour, presque. Ouais, c'est ça. Plus d'un client tous les 2 jours. Exactement. C'est huge pour un début, tu vois. Ouais. Bah, en fait, c'était bourriné. C'était bourriné. Et ben, c'est en bourrinant que t'as full résultat. C'est pas en attendant que ça va venir. Donc moi, c'est ça que j'avais en tête tous les jours. C'était non, faut que je perce, faut que ça marche. Et en plus, j'avais beaucoup ce truc de moi, vu que j'avais jamais eu vraiment beaucoup d'argent avant, c'était non, mais ça se trouve, c'est qu'un moment là maintenant, donc faut envoyer. J'avais même pas encore de vision plus un mois, tu vois. C'était non, c'est maintenant là, tu vois, c'est maintenant tout de suite. Et donc j'ai fait que d'envoyer. Et ouais, en 21 jours, j'ai signé une quinzaine de clients. Et donc c'est toi qui fais tout seul en plus la prod, la delivery on va dire à ce moment-là, donc les clients que tu signes c'est toi qui fais les micro-trottoirs, qui gère les clients, enfin tu fais tout quoi. C'est ça, je commence à travailler avec des petits créateurs à droite à gauche, mais c'est moi qui filme à chaque fois, c'est moi qui fais le montage. Je fais ça pendant 3 mois, en plus je le fais dans une période, c'était compliqué, c'était Q4. Les marques elles sont comme ça. Les marques elles sont comme ça, mais dans tous les sens du terme, c'est... Un gars, je lui mettais 1 semaine de retard. Aujourd'hui, maintenant, ça va, tu vois, quand tu le fais en période Q1, Q2, Q3, ça va. Mais en Q4, le mec, tu loupes le Black Friday, il te découpe la tête, littéralement. Donc, c'était très, très, très cardio. Et donc, après, je redescends un peu en janvier. Mais ouais, non, sinon, c'était que en flèche au début, hein. Franchement, j'étais en full croissance pendant 7-8 mois. Ok, donc c'était quelle année ça? C'est 2023 du coup. C'est ça. Donc 7-8 mois, t'es solo, full croissance et tout, tu commences à tâtonner un peu pour t'entourer, j'imagine. Donc mi-2024. Et là, je commence un peu, tu sais, je bosse avec des créateurs, je commence à les former, je leur donne des process, je leur dis voilà... quand tu filmes, dis bien ça, tatati, tatata, je commence à faire des pré-briefs. Il y a des créateurs qui commencent à tourner tout seuls. Je commence à rencontrer des monteurs. Je les brief. Ils ont des prix intéressants. Je dis, ok, c'est cool. J'augmente légèrement mes prix. Je dis, c'est cool. Après, je faisais toute la gestion client, tout le closing. Et après, en grandissant, tu vois que il faut vendre encore plus cher. C'est ça, après, le game d'une agence, hein, c'est vendre le plus cher possible. En apportant aussi le plus de valeur possible. Parce qu'il faut pas être bullshit. Il faut que ça apporte plus de valeur que le prix où tu vends, quoi. C'est ça, exactement. Ça reste le principe, effectivement. C'est ça. Et petite chose, j'avais pas précisé, c'était que moi, pendant 1 an et demi, je faisais que des micro-trottoirs. Je vendais que des micro-trottoirs, rien d'autre. Donc moi, je suis une marque, ça ressemble à quoi concrètement, juste pour que les gens comprennent bien? Il y a 2 ans? Ouais, genre vendre un micro-trottoir, ça veut dire quoi? Moi, je suis une marque, j'ai besoin de faire la promotion de mon produit ou de mon service. Tu me proposes quoi, toi? Je te propose de faire tester ton produit dans la rue, je te propose de placer ton produit sur un concept divertissant, je te propose de faire... dire aux gens que ton produit est bien, je te propose plein de trucs comme ça. Et donc c'est des vrais micro-trottoirs? Est-ce qu'il y a des acteurs? Est-ce que c'est comment ça marche? J'ai fait des faux micro-trottoirs pendant 1 mois. J'ai trouvé le résultat gaze. Tout le monde m'a dit que c'était gaze, j'ai arrêté. Donc c'est que des vrais. C'est que des vrais. Ça marche beaucoup dans la beauté, dans la pharmaceutique aussi. Enfin, quand il y a des vrais problèmes un peu deep, ça marche bien. Sur les produits aussi très divertissants, où il y a un vrai effet wow, ça marche beaucoup. Ça marche sur pratiquement tout en vrai. Trop bien. Voilà. Et donc pardon, tu me disais juste avant? Ouais, je te disais que du coup, d'un moment, voilà, faut grossir. Et donc, je commence à m'entourer d'un premier créatif stratégiste, le fameux poste de créatif stratégiste. El Famoso, oui. El Famoso qui a commencé à pop là il y a 1 an et demi. Mais bon, il fallait qu'il arrive, ça évolue. Et donc, je recrute un de mes top créateurs qui est aussi donc influenceur à côté, qui s'appelle Moha Smile. Et donc, je le prends avec moi dans l'aventure. C'était compliqué au début. En plus, il est bien établi. Pour le coup, comment tu recrutes quelqu'un comme ça? Il a cru au projet. Ok. Il a cru au projet, c'était intéressant. Financièrement, il n'avait pas forcément besoin ou autre. Enfin, c'était pas. Non, c'était pas dans. Classique, quoi. C'était pas du tout dans ça. C'était plus le projet. On avait aussi bien fit humainement, et donc je l'emmène dans l'aventure. En plus, ça n'a pas vraiment dérangé ses process créatifs perso. C'est plus lui le faire entrer dans une aventure. Ok. Donc je le prends. Même ça commence à donner une vraie ADN de créateur dans l'agence, un peu cette vista de ok, ouais, pour faire des vidéos TikTok, c'est comme ci, comme ci, comme ça. Trop bien. Et donc je le prends, je le forme. Au début c'est compliqué parce que c'est un créateur très désorganisé, mais c'est normal. Faut faire avec. Et donc on avance comme ça, on recrute des monteurs, machin, des vidéastes. Ensuite on resplit l'organisation de l'agence là il y a pas très longtemps. On a un pôle production, un pôle créatif. On a même recruté Mehdi Florian. Ouais. Vous en connaissez. On embrasse Moha aussi également. C'est ça, exactement. Deux boss, ouais. C'est ça. Et donc c'est cool parce que du coup je kiffe, je les kiffe. Et même ça apporte une vraie dimension encore, je le répète, de créateurs dans l'agence. Comme je dis toujours aux clients, genre nous on n'est pas
on n'est pas juste des producteurs de vidéos, on est des créateurs. Ça se voit avec qui est dans l'agence. Donc voilà. Je sais plus c'était quoi la question initiale, mais j'ai divagué un peu. Ouais. Non, mais c'était de savoir justement comment est-ce que tu grossissais. Donc, parce qu'au début, tu es au four et au moulin, tu fais des big journées, tu fais du 7h, Ouais. 3h du mat, comme tu disais. Mm. Sauf que ça, c'est pas tenable sur la durée. Donc, tu commences par embaucher un peu des créateurs, creative stratégistes. Et ensuite, tu déploies un peu plus l'organisation. Aujourd'hui, donc, pour 600 000 de chiffre d'affaires annuel, c'est quoi l'organisation? Donc, tu as un pôle créatif, un pôle production, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as une équipe qui est dédiée à trouver les bonnes idées. Donc, quand tu as des nouveaux clients, des nouvelles marques du coup qui rentrent, tu as une équipe dédiée à trouver des bonnes idées de vidéos qui vont être virales. Et l'équipe production, elle s'occupe de tourner, monter, j'imagine, dans les temps. Exactement. Avant, j'avais une organisation verticale. En fait, c'était un chef de projet qui s'occupait de tout. De la chaîne de gérer le client, faire l'analyse, écrire, trouver les créateurs et tourner. C'était ça avant. Maintenant, on est passé plus sur une organisation horizontale où tu as une première partie qui va être mangée par un head of production et une autre partie par un head of prod qui eux-mêmes ont des gens pour les épauler. Donc voilà globalement, et c'est ce que tu as dit, hein, le head of créative, lui va s'occuper d'onboard le client, analyser sa marque, faire le call avec client pour lui proposer les propositions de script, les idées, faire le brief pour envoyer au chef de production. Le chef de production, du coup, lui, avec notre pôle de créateurs qu'on a formé, nous, en interne, va aller faire les tournages, avec les monteurs aussi, du coup, transmettre. Et voilà. C'est assez huilé. Emballer, peser. C'est ça, c'est emballer, c'est peser. Plus dur à faire. Ça paraît très, très simple, mais ça m'a mis, je pense, minimum 7-8 mois à vraiment me dire, ok, ça c'est le process final. Voilà, parce que et ok, le temps de tester, en plus il y a un... C'est ça, mais j'ai été beaucoup dans l'organisation. J'ai été très longtemps dans l'organisation verticale. C'est compliqué de sortir de ça parce qu'en fait c'est le truc le plus obvious en vrai. Et j'étais comme ça genre pendant 1 an. Et là ça fait peut-être 3 mois que j'ai changé. Et ça va 100 fois mieux. Donc là, tu sens que tu as une fondation plus stable pour croître encore. C'est ça. C'est quoi le prochain objectif là, tu penses? C'est un objectif de chiffre d'affaires, de nombre de clients? Ouais, c'est chiffre d'affaires. Là, on veut faire 100K par mois stable. C'est le projet là. Je lance un building public là sur YouTube. On a quoi? On a 2 vlogs par semaine. On building public. 2 par semaine? Ouais. Putain, ok. 2 par semaine, 2 par mois. Ah oui, ok. Je me disais 2 par semaine, c'est... Désolé. Non, par contre, on a la capacité de faire 1 fois par semaine, mais c'est trop. Ouais. On veut caler d'autres vidéos, mais du coup, on va faire 2 vlogs du coup par mois. On building public toute l'agence. On montre toutes les galères, tout ce qui est bien, les équipes, les clients, les process, les résultats, tout, même ce que je vais faire en termes de CA. Je vais tout montrer de A à Z. Et donc là, on a lancé une série Road to 100K, le fameux, le classique. Ouais, trop stylé. Mais du coup, j'ai pas vu ça. Enfin, j'ai pas vu l'annonce. Je vais regarder parce que c'est intéressant. Mais donc du coup, t'as un cadreur qui te suit tout le temps ou c'est toi qui filmes? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai un cadreur qui me suit tout le temps. Bon, il est pas là aujourd'hui, mais c'est dimanche. Alors, c'est pas un vrai billet de public. Ouais. Fake. Fallait que je prenne un Osmo, mais je l'avais pas avec moi. T'inquiète. Ok. Et ça te défocus pas d'avoir un mec avec une cam tout le temps quand tu dois bosser, quand tu dois, je sais pas, deep work sur des trucs? Non, parce que je suis un mec qui parle beaucoup avec mes équipes. Je suis un mec qui explique beaucoup les choses. Comme j'ai une analyse très A plus B des créas, que peut-être dans mon équipe, il y a certaines personnes qui l'ont pas, tu vois. Donc, je conviens tout le temps un peu me demander des conseils à droite, à gauche, sur l'organisation, gestion des conflits. Je parle beaucoup, je partage beaucoup. Donc on s'est dit, mais en fait, pourquoi autant filmer, quoi. Autant filmer, tu vois. Mon cadreur, en plus, c'est un gars qui se la donne beaucoup et qui est très intéressé de tout ce qu'on fait. Donc, il me pose plein de questions de là, mais ça pourrait, c'est comment? Là, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Du coup, c'est cool. Et moi, j'ai fait 2 ans avec mon agence, là, on est dans la 3e année. J'ai fait 2 ans où, en fait, j'ai beaucoup documenté au début et plus après. Et donc, j'ai ce truc, en interne, tu veux dire? En interne, en externe. Ah, ok. Et j'ai ce truc où je me dis, j'ai beaucoup fait, j'ai fait des choses stylées, on a fait des projets cool, mais à la fin, il n'y a rien. Il n'y a rien sur Internet. Donc, au moins, juste pour le fait de garder une trace, c'est sympa. Même si le but aussi, c'est que ça a un impact sur le CA, et ça va avoir un impact sur le CA. Donc, voilà pourquoi je le fais. Très clair. T'as réussi à déléguer facilement, justement, ou t'as eu du mal à lâcher prise au début? Non, j'ai compris direct qu'il fallait. Ouais. Je veux dire, t'as pas eu de mal à le faire, en tout cas. C'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. J'ai eu 2 échecs de recrutement, un plus salé que l'autre. C'est très, très dur de choisir, de bien recruter. On peut dire, c'est 50% du succès d'une agence. Les gens vont dire, ouais, non, mais c'est moi, c'est ma vision, etc.
Non, s'il y a personne pour t'aider à exécuter ta vision, il va rien se passer. Ouais. C'est 50% de l'acquisition, 50% le recrutement. Exactement, Ouais. exactement. Si t'as personne qui va exécuter ta vision, tes process derrière, t'as beau avoir une Ferrari, s'il n'y a rien dans le moteur, ça va pas avancer. Donc c'est très très dur. Comme je te disais, j'ai eu 2 échecs. J'avais recruté un gars qui m'avait vendu plein de trucs, machin, qui était super fort. C'était un créateur aussi. Puis au final, le mec, pas dispo, jamais là. Et flemmard. Deuxième personne, très bizarre aussi. Ok. Très bizarre. Au bout de 3 mois, nous montre son vrai visage, de demandes excessives, plus accès de demande que réalisation. Et d'ailleurs, c'est ce recrutement qui m'a fait faire 2-3 autres bons recrutements derrière. En fait, je suis passé de vouloir juste recruter des compétences à recruter des Avengers. Donc, beaucoup plus chiant comme process. Plus long mais et tout. quand tu recrutes, c'est des pépites. Et là, j'ai fait 3 autres recrutements après ça et que des masterclass. Le recrutement, on peut en parler pendant longtemps, Bien mais sûr, c'est le sujet principal. Ouais. c'est le sujet principal, franchement. Et du coup, comment tu choisis ton équipe aujourd'hui? C'est sur quels critères, basés sur ce que tu viens de me dire, en gros, parce que c'est compliqué d'aller dans le détail peut-être, mais c'est quoi les trucs que tu regardes en premier? T'as les compétences techniques. Des fois, moi, je fais quoi? Je fais des formulaires chiants, mais juste pour voir si la personne va aller jusqu'au bout. Genre, j'ai déjà fait La rigueur, quoi. C'est ça, c'est la rigueur, juste la détermination. Des fois, je fais des formulaires où il y a 15 questions, 20 questions, et une vidéo à faire à la fin. Et en fait, au final, tu te retrouves avec que seulement 4 personnes. Et en fait, c'est pas un mauvais indicateur. Motivé, quoi. Ouais. C'est juste, il y a eu un tri. Donc, t'as ça. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit une phrase qui était assez marquante en vrai, maintenant, aujourd'hui. C'était... si la personne, tu sens que tu veux partir en vacances avec, c'est que c'est la bonne personne. Donc, au final, au début, je me disais, c'est chelou. Puis en fait, quand tu captes que bien s'entendre avec son équipe, ça fait que tu vas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, ça prend tout son sens. Donc, c'est très difficile à capter comme feeling, mais si directement tu t'entends bien, ça peut aller beaucoup plus loin. Même malgré que la personne ait des lacunes, etc., si juste tu t'entends bien, qu'elle a de l'envie, etc., tu peux modeler quelque chose. Évidemment, les compétences techniques, c'est important. Et aussi, la vision, tu vois. Moi, j'ai pas de mal à recruter quelqu'un qui me dit, le jour 1, dans 2 ans, j'ai envie de partir. Mais j'ai envie de partir pour faire quelque chose d'encore plus gros. C'est pas grave, parce que je sais que dans son parcours, nous, on l'aura aidé, on aurait été un tremplin. Ouais. Et donc, il y a ce truc où pendant ce temps-là, elle va se la donner, elle va vouloir aller chercher des compétences en plus. C'est transparent et tout, c'est cool. C'est ça, ouais. c'est ça. La transparence aussi, c'est un truc hyper important. Faut pas qu'il y ait de non-dit. Moi, le matin, faut qu'il y ait... Si un problème à 8h, faut qu'à 8h10, il soit réglé. Je laisse rien mijoter. Très clair. Et du coup, ce feeling, effectivement, comme tu dis, il faut juger si tu serais capable de partir en vacances avec la personne ou pas. Du coup, toi, tu penses que c'est une vérité absolue ou pas? Parce que je pense que ça s'applique particulièrement, effectivement, quand on est moins de 10 collaborateurs en tout, parce que tout le monde se parle tout le temps. Donc, s'il y a tu vois, s'il y a un gravier, tu vois, un caillou de la chaussure, en gros, ça va se sentir de fou. Mais au-delà, tu penses que ça s'applique quand même ou pas? C'est je pense sur ton cercle 1 d'équipe. Oui. C'est sur ton cercle 1. Moi, tu vois, mes head of production, c'est obligatoire. Je dis pas, faut que ça soit forcément mes amis, mais faut que, tu vois, tous les matins, on prenne un café ensemble et qu'on puisse parler un peu de la vie, rigoler, que ça aille bien entre nous. Tu vois, c'est comme une équipe sur FIFA, tu vois, faut qu'il y ait les liens verts partout, tu vois. Bien sûr. Faut qu'il y ait les liens verts avec les personnes à côté de toi. Tu parles de machine à café, vous avez des locaux ou Ouais, on a pris des locaux là. C'est récent, c'est très récent. Ouais, on a pris. Du coup, stylé. Merci beaucoup. C'était super important pour moi d'en avoir après 2 ans. On a fait 2 ans en full remote, ça marchait bien. Mais je me disais que pour passer un step au-dessus, il fallait la case locaux. Et du coup, donc là, vous êtes 6, toi compris, tout le monde à Paris, du coup. Trop bien. C'est ça. Mais après, on a des monteurs en externe. Oui, bien sûr, mais pas très grave. Oui. Mais c'est le noyau dur qui apparaît, quoi. C'est ça, exactement. Comment tu gères les clients difficiles ou les briefs un peu flous? Parce que ça, on sait pareil comment ça se passe dans les agences, surtout créa comme ça. T'as des clients qui arrivent et qui disent je veux un truc bien, t'inquiète. Enfin, tu vois, ça existe, ça, non. Non, ça, moi, je suis chiant. Faut que tu me donnes des infos. Moi, t'arrives, t'as un formulaire comme ça à remplir, t'as un autre call à faire avec notre chef créatif. Tu peux pas, moi, dans mon process, c'est impossible. J'ai eu des galères comme ça, tout le process, mais ça, c'est impossible. Et ça, c'est super important à le faire, déjà pour la satisfaction client, mais pour aussi protéger tes teams. Parce que des galères de clients,
certes, ça peut se répercuter sur ton CA, tu vas rembourser le classique, mais ça peut laisser des séquelles à tes clients, à ton équipe. Ouais. Ça peut laisser des séquelles un peu relou, tu vois. Ça peut même provoquer des départs à répétition. Donc, il faut aussi protéger ton équipe de tout ça. Enfin, c'est marrant parce qu'on dirait que t'as genre 6 ans d'XP d'agence. Alors, En tu fait, vois, il y a des agences qui font pas ça alors qu'elles existent depuis plus longtemps que Miracle, tu vois. Ah non, j'ai juste 6 ans de problème. Ouais. J'ai 6 ans de problème, c'est tout. C'est quoi du coup la partie la plus compliquée, on va dire, du job selon toi aujourd'hui? Est-ce que c'est la partie créa, justement, trouver les idées qui vont performer? Est-ce que c'est la gestion, on va dire, enfin la prod peut-être, la delivery? Ou est-ce que c'est le management, on va dire, d'équipe et tout comment Je te dirais que d'une partie, c'est le management des équipes. C'est très spécial, l'humain. L'humain, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe dans le cerveau des gens, comment ils prennent les choses. On n'est pas omniscient, on peut pas savoir comment les gens réagissent à ce que toi tu dis, ce que tu fais, une décision que tu prends. Moi, je trouve que c'est très compliqué ça. La production, je te dirais que c'est des problèmes mondains, dans le sens, c'est toujours des choses qui tombent dessus. Il y a toujours une solution. Moi, c'est des problèmes, t'en as tout le temps, mais ils se règlent, voilà. C'est ça. C'est toujours... Vif et voilà, quoi. Exactement, il y a un problème A, il y a une solution B. Certes, la solution B est toujours un peu chiante, mais c'est comme ça, tu vois. Donc, c'est pas chiant, genre, on vit avec. Mais je te dirais que principalement, c'est le management, hein, parce qu'on le dit encore une fois, mais ça qui fait que ton agence va scale ou pas. Et après, l'acquisition, en soi, c'est quelque chose où j'ai beaucoup de facilité. Je fais aussi un personal branding, donc en fait, j'ai pas ce sentiment de faire un effort. En call du coup client, vu que moi je suis en personal brand, les gens en fait arrivent, ils sont déjà chauds. Donc je vends jamais vraiment ma solution, j'explique. Ça, c'est royal quand même. J'explique et j'envoie la facture pratiquement, tu vois. Après des fois tu as des briefs où là faut faire des propositions, donc voilà. Mais sinon globalement, je dirais que c'est l'humain le plus compliqué. Tu prends encore du plaisir toi aujourd'hui dans la partie créative, création, etc. Ouais. Est-ce que tu t'impliques encore dedans ou... Ah ouais, je suis obligé, je kiffe perso, je kiffe énormément. Franchement, je kiffe. Moi, diront hein, mes équipes, mais tous les jours, je scrolle sur Insta, j'envoie des idées, je vais toujours les rechallenger sur des trucs. Tu vois, nous, on est une agence, on avait fait, à l'époque, quand on faisait micro-trottoir, on était les premiers à le faire. Il n'y avait aucune agence en France qui faisait ce format-là. Et même aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait des podcasts. À l'époque, quand on a commencé à faire des podcasts, il y avait très peu d'agences qui le faisaient aussi. Et nous, l'idée, c'est toujours de venir repousser les limites de la créa, tu vois. Est-ce que tu dirais, là, on a parlé que un peu des réussites, des moments banger et tout, mais c'est quoi les moments un peu difficiles? Est-ce qu'il y a des moments où tu as déjà pensé à tout arrêter ou jamais? Bon, j'ai l'impression que tu avais vraiment cette hargne enfin voilà, où t'allais pas lâcher, quoi, entre guillemets, mais c'est quoi les moments un peu les plus durs que tu as rencontrés? Est-ce que c'était des départs, justement, d'équipes de membres importants qui t'ont mis dans la sauce? Est-ce que... Non. Est-ce qu'il y a eu autre chose? Non, les moments difficiles, c'est quand c'était peut-être à mon premier gros rush, quand je voyais que les clients, ils s'étaient pas livrés en temps et en heure, que c'était ma faute. Ça m'avait fait beaucoup de mal. Après, c'est normal, tu vois. Sinon, en termes de départ, ça, je suis assez apathique à ça. J'ai pas forcément de... Tu sais, quand ils partent, c'est le mot, c'est déjà, faut retenir personne. Et de deux, généralement, ceux qui sont partis, c'est des gens problématiques. Donc, j'ouvrais la porte, tu vois, carrément. C'était, tiens, c'est par ici. Après, c'est ma faute, hein, c'est moi qui les ai recrutés. Donc voilà. Mais globalement, j'ai jamais pensé à arrêter. Jamais, ça m'a jamais traversé l'esprit. Pour moi, c'est mon projet. Moi, je veux le monter très, très haut. Non, j'ai pas eu de moment très compliqué, en vrai. Tant mieux, hein. Je souhaite que ça continue. Ça va. Tu veux le monter jusqu'à où, alors, le projet? Est-ce que tu veux faire la plus grosse agence, justement, créa, comme tu disais, comme le nom du building public? Ouais, c'est ça. C'est ça, l'objectif, c'est devenir l'agence créative numéro 1. Moi, je veux que demain, quand il y a une marque quelconque, que ça soit une grosse marque ou qu'importe, c'est que on se dit, OK, on veut faire des créas, on veut faire une stratégie sur les réseaux, on veut exploser en paid, miracle. C'est ça mon objectif. C'est que si on a 3 agences à citer, faut qu'il y ait mon agence dedans. Ça, c'est mon objectif. Évidemment, ça passe par plein de sous-objectifs, mais ça, c'est l'objectif final. C'est le goal, ok. C'est ça, c'est le goal. Est-ce que tu dirais que ton âge... Parce que là, t'as quel âge aujourd'hui, du coup? T'as lancé à 19 tes 10 000 premiers euros en 21 jours, là, dont t'as parlé, t'avais 19 ans. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, t'as 22. Non, je viens à peine d'avoir 23. Ok. À peine. À peine en mode hier ou à peine... À peine là, il y a un mois. C'était quoi la question exactement au début? Est-ce que ton âge a été un frein au début? Tu sais, quand t'as 19 ans, je sais pas, que tu parlais des clients et tout. Ouais. En fait, c'était à double vent, on va dire. D'un côté, j'ai eu des clients où ça a fait que j'ai close super vite, ça allait super vite parce que justement, le fait que j'avais 19 ans faisait qu'on croyait en ma vision créative, et ils ont eu raison. Mais de l'autre côté, pour aller taper dans des startups, des DNVB, des grands comptes, ça bloquait. J'avais le meilleur brief, j'avais les meilleures propositions, mais mon âge,
c'était impossible. Ouais, pas fiable, C'est ça. enfin trop junior quoi en gros. C'est ça, c'est en de fait. leur point de vue. C'est ça. Mais en fait, j'ai appris avec le temps que t'as des gens qui sont face à toi, qui en fait, eux, doivent juste prendre la décision la plus safe. Bien sûr. Ouais. Et pas forcément la meilleure décision, mais juste la décision la plus safe auprès de leur supérieur. Donc, fallait que je passe par là. Il faut qu'ils puissent justifier la décision. En gros, ce que tu veux dire par là, ouais, c'est que quand dans des grosses organisations, généralement des grosses boîtes, si jamais il y a un problème et que ça leur retombe dessus, il faut qu'ils soient en capacité de dire regarde, j'avais pris pourtant le choix le plus safe parce que c'est cette agence qui avait le plus de track record, qui correspondait le mieux à nos situations par ce track record-là, etc. Exactement. Donc tu vas moins prendre de risques sur une agence plus récente, quoi. Totalement. Maintenant, à 23 ans, ça va mieux. Je commence à être sur des briefs de plus en plus importants, des trucs beaucoup plus fat. Mais c'est vrai que quand j'avais 19 ans, j'ai travaillé avec les plus grosses marques e-commerce parce que c'est eux qui étaient au trust. Au début, j'ai bossé aussi avec beaucoup de DNVB, petites DNVB, start-up, toutes petites start-up. Ça m'a fait, on va dire, les dents, j'ai mes track records, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, ça va. Mais avant, c'est vrai que c'était un frein, mais de l'autre côté, ça m'accélérait, donc ça allait. J'ai pas vraiment ressenti, en tout cas. Tant mieux. Hein. Et du coup, sur ta typologie de clients, justement, t'as jamais pensé à te spécialiser parce que là, t'en as cité 3, donc les marques e-commerce, les startups et les grands comptes, on va dire, donc les boîtes corporate, un peu les plus grosses boîtes. C'est 3 types d'interlocuteurs et de clients vraiment différents, quoi, dans la manière d'opérer, dans ce qu'ils veulent, même souvent livrables et tout. Alors peut-être moins sur cette partie livrable. Mais tu vois, tu t'es pas dit, par exemple, je vais faire que les marques e-commerce, être le meilleur de l'univers là-dedans et foncer la niche, tu vois, à fond. Ouais, là, t'adresses un peu tout le monde en même temps. Ouais, c'est plus sur les formats que tu standardises. Ouais, c'est ça, c'est plus sur les formats on va standardiser, même si aujourd'hui on fait tous les formats, on fait des stratégies what the fuck, les plus what the fuck les unes que les autres. On fait pas mal de trucs, mais non, au début, moi je faisais que des micro-trottoirs, donc j'étais très spécialisé même sur le format, je travaillais avec les e-commerçants. Le problème, c'est qu'en fait, tu vois bien que la profondeur de marché, elle est pas si énorme que ça. Sur ceux qui peuvent te payer peut-être 3 à 4 000 euros par mois, il n'y en a pas 100 000. Du coup, tu es obligé de t'ouvrir. Et en vrai, en tant qu'agence, tu n'as pas ce truc où tu as besoin de te spécialiser. Parce qu'en vrai, tout le monde a besoin de toi, à la même échelle. Donc en vrai, non, ça va. Est-ce que tu penses que le marché est saturé ou est-ce qu'il y a encore de la place, selon toi, pour les bons profils, justement, créa ? Enfin, est-ce que la concurrence est un sujet pour toi ? Pour les agences ? Ouais. En vrai, il y a énormément d'agences en France. Le problème, c'est que 90% ils sont nuls. Très, très nuls. Il y en a, je pense, je te dirais, max 5-6 pour moi qui sortent du lot. Le reste, c'est éclaté. Vraiment, ça vole pas très haut. On est sur l'UGC, bête et méchant. Pour moi, je les compare limite à des plateformes UGC, tu vois. Mais non, en vrai, la concurrence, il n'y a pas tant de concurrence que ça. Pour te dire, limite, j'ai des clients en commun avec d'autres agences, tu vois. Ok. Parce que juste, ils répartissent un peu et ils diluent leurs risques, entre guillemets. C'est ça, exactement. Leur budget. Okay. Exactement, il y a ça. Et puis, en vrai, la concurrence, en vrai, t'as quoi ? C'est juste à celui qui fera celui qui est le plus stylé, celui qui fait les meilleures stratégies, celui qui a les meilleurs case studies. Qu'en soit, c'est une bonne concurrence. Il n'y a pas forcément de vraie concurrence où tu dois mettre des bâtons dans les roues aux gens. Non, c'est soit juste le meilleur, tu seras le meilleur et fin. C'est juste ça. Est-ce que tu as une anecdote, on va dire, sur un client qui t'a particulièrement marqué, soit en négatif, soit positivement, un club qui s'est trop bien passé ou trop mal passé, au contraire ? Ouais, j'ai pas de grands trucs, mais je peux citer une anecdote parmi elles, parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Moi, une fois, j'ai eu un client, je sais pas pourquoi, il m'a push pour me prendre des créas. Il m'a payé, il m'a plus jamais répondu. Voilà, fin. Avant d'avoir les créas, tu veux dire ? Non, en fait, même quand tu lui as livré je lui ai même pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'il m'a payé, je lance le process, je lui envoie les trames, les formulaires à remplir. Il m'a plus jamais répondu. Mais what ? Ok, c'est un mec juste, Ah, je sais pas. C'était un don caché, quoi. C'est ça, exactement. Exactement, je l'ai relancé pendant 1 an, il m'a jamais relancé. Enfin, il m'a jamais répondu. C'est pas un truc de fou, j'ai pas eu c'est marrant, de truc de malade comme ça. Même pas demandé un remboursement, rien Rien, mais quand je te dis, il a pas ouvert mes messages. Hein. Ok. Il a pas ouvert mes messages. Oui, il est décédé, justement. Peut-être, c'est ce que j'allais dire. On sait pas. Merde. Ouais, parce que, ok. C'était une grosse boîte ou même pas parce que... Ouais, c'était une boîte qui venait de lever de l'argent. Et c'était le fondateur. Donc, tu sais, c'est pas le gars qui s'est fait virer ou quoi, tu vois, c'était le fondateur. Donc, je sais pas pourquoi. Trop bizarre. En termes de process au niveau de ton équipe, est-ce qu'il y a des outils que tu as testés, desquels tu es parti, que tu as affectionné particulièrement ? Je veux dire, là, si on rentre un peu dans les conseils actionnables pour tous les gens qui voudraient lancer leur propre agence, que ce soit créative ou autre, mais en termes d'organisation solo, sur le contenu, donc pour l'acquisition, et sur la delivery, c'est quoi ta stack, tu vois ? Ok, conseil, charbonner, envoyer du contenu. Personal branding aujourd'hui, c'est le meilleur moyen pour faire percer son agence, son SaaS, même son e-com, peut-être, même si en e-com.
Peut-être pas forcément, Moins. un peu moins, légèrement moins, mais Ça dépend ça dépend. ça dépend de la marque. Mais charbonner, voilà, poster. Ça, c'est le truc de base. Faites tout au début. Cherchez pas à déléguer jour 1, déléguer jour 90 ou quand vous aurez fait peut-être vos premiers 10K. Donc ça, c'est le conseil. Montrez tout ce que vous faites, transparence. Voilà, faut vraiment que les gens savent qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, avec qui vous travaillez et qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Ça, c'est le plus important. En termes de stack d'outils, très simple, j'en ai testé des dizaines. Notion, Asana et WhatsApp. Bon, Tu tournes sur ces 3-là. je tourne sur ces 3-là. On passe sur Slack, on va virer WhatsApp, mais c'est pour des raisons annexes. C'est plus, voilà, pour mes équipes, avoir 20-30 groupes, c'est pas l'opti sur leur WhatsApp. Ah oui, même en interne, je croyais que c'était que pour les clients, mais du coup, même en interne, c'est WhatsApp. C'est ça. Donc là, on Ah ouais, passe là, sur c'est Slack. l'enfer de fou. C'est ça, c'est l'enfer. Donc là, on avait une communauté, mais... C'est un miracle déjà de faire 600 000 de chiffres avec que du Ouais. WhatsApp en interne. Ouais, c'est vrai. Donc là, on passe sur Slack. Mais voilà, Notion, Asana, c'est très bien. Vous cassez pas la tête à faire des automatisations, c'est ça au début. Non. Notion, des petits tableaux, Asana pour les tâches, fin de l'histoire. Et encore, vous pouvez tout faire sur Notion au début. Nous, c'est juste, voilà, on a des automatisations, mais moi, j'ai que ça. Et pourquoi Asana alors, du coup, plutôt que tout mettre sur Notion? Parce que je trouve que l'interface pour les tâches est beaucoup mieux et on a des petites automatisations sympas. On peut mettre des deadlines automatiques, c'est sympa. C'est vraiment parce que moi j'ai toute une stack d'automatisation avec Make qui fait que on peut vraiment pousser Asana très loin, qu'on peut pas faire sur Notion. T'as des exemples de un ou deux Ouais, ou deux workflows? typiquement sur Notion, le fait d'avoir beaucoup de tâches qui se mettent, et en assignant des gens, ça bug. Je l'ai fait. Ouais. Notion, le problème, c'est que ça bug quand il y a du volume. Dès que tu commences à avoir 500 000 dans Exactement. une database, c'est le truc cancérise. Exactement. Moi, Tu vas avoir son Airtable, son Asana, son Monday, quoi. Exactement, je mets juste mes espaces clients sur Notion. Espace client, c'est le reporting client, enfin, c'est ce que les clients C'est voient. ça, c'est reporting client, les formulaires, c'est toutes les informations de la collab pour le client sont là-bas. Le front client, quoi. Le front client, exactement, le front client. Toutes les ressources internes de notre côté, on a beaucoup de ressources. Donc le wiki de la boîte. C'est ça, exactement. Et c'est tout pratiquement. Après, on a tout un espace facturation pour les externes qu'on a automatisé avec Notion. Où moi, je reçois les demandes juste à valider pour que les demandes de paiement partent. Donc voilà. Mais sinon, ensuite, sur Asana, nous, voilà, il y a les automatisations de tâches qui sont automatiquement mises, assignées à la bonne personne. Faut savoir que du coup, en plus, on a des automatisations qui fait que tous les jours, t'es ping sur tes tâches et t'as les deadlines. Donc voilà. Et en cochant, ça débloque d'autres choses. Enfin, ça débloque des automatisations, des mails, des machins. Donc voilà. Et ça, c'est toi qui as tout construit ou t'as embauché quelqu'un? Non. J'ai pas embauché. Par contre, je suis passé par une prestataire Une qui est agence? géniale. Ok. Qui était géniale. D'ailleurs, faites attention parce qu'il y a pas mal de charlatans là-dedans. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Là, même là, avec N8N et tout ça, sur ces 12 derniers mois. Ouais, c'est très compliqué. Ouais. Je vous la recommande. Elle s'appelle Enea. Une agence s'appelle Oltega. Je vous dis, j'ai essayé trois autres Je la personnes. suis sur X. Ouais, très très gentil au passage. Et pour vous dire, j'ai essayé 3-4 personnes. Personne n'est allé au bout du process. Pourtant, c'était assez simple. Ouais. À C'est mes un truc yeux. d'agence entre guillemets classique. C'est ça, Il y a des exactement. clients, il faut délivrer, trucs. Exactement. Je t'ai pas demandé de me faire des vidéos automatiquement, tu vois. Oui. C'est juste de l'organisation. Donc voilà, globalement, mes outils et mes conseils. Voilà, comme j'ai dit, faut juste charbonner. Et t'as dit que t'avais testé d'autres outils. C'est lesquels que t'as utilisés et qu'il faut fuir entre guillemets selon toi, en tout cas pour ton cas. Hein. Alors, pour moi, faut pas aller très loin dans Notion. Ça a été mon erreur. Hein. Ouais. C'est globalement Notion, c'est bien, mais il faut juste être sur le basique. Ouais. Tu peux aller loin en documentation. Exactement. Et après tout le reste, ça commence assez vite. Exactement. J'avais essayé ClickUp, j'ai pas aimé. Pour usine à gaz, moi je suis dans un tunnel ClickUp là en ce moment parce que je trouve que ça réunit les deux. Mon but c'est justement de kill Notion. Je raconte ma vie, mais je suis curieux d'avoir ton avis. Je suis en train de kill Notion pour toute la partie justement prod parce que là aujourd'hui tout est géré, mais enfin voilà, comme tu l'as dit, quand t'as du volume c'est trop chiant. Donc d'avoir juste la documentation sur Notion et de pas avoir 36 autres outils, y compris du coup tout ce qui est AI Recorder, c'est pour les meetings. Slack, ça me permet. En fait, je savais pas qu'on pouvait faire ça sur ClickUp. Ouais, tu peux faire ça. Tu peux. T'as des canaux de discussion qui sont reliés justement à tes tâches ou à tes espaces, donc ça permet de kill Slack aussi, qui coûte en vrai une blinde quand tu commences à avoir des collaborateurs et tout. Je savais pas même qu'il y avait ça. Pour moi, c'était un Notion bis en fait. Ah non, en fait, ça reprend. Moi, pour le coup, j'ai vraiment testé beaucoup de choses. J'ai testé Monday, j'ai testé Airtable, j'ai testé Notion. Et quand je dis testé, j'ai testé Airtable aussi, c'est trop archaïque. Ouais, bah là, moi, je trouve Monday, c'est arcade. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs, par exemple, mais typiquement, quand t'as un gros volume de données, Airtable, c'est quand même solide. Tu sais que ça marche, ça scale bien et tout. Ouais. Mais ouais, pour le coup, la ClickUp, c'est juste que vu que ça fait tout,
l'outil. C'est toujours le risque, tu sais, avec les outils qui font tout, c'est qu'ils fassent tout pas très bien, tu vois. Ouais, et puis quand ça bug Et quand ça bug, sévère. ton truc est mort. Mais Ouais. là, pour le coup, je suis en train de me chauffer dessus et je commence à voir le potentiel. Je te ferai un débrief si tu veux dans 6 Ouais, mois. ouais, bien sûr, bien si sûr. ça m'a tué ou si c'est. Ah, bien sûr, bien sûr. Après, moi, le conseil que je donne sur ça, qu'il faut vraiment simplifier. Sur la stack, il faut vraiment être oui, oui. au plus efficient, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça, et en fait, pourquoi je te disais ça là, tu m'as cité 2 outils, mais en réalité, tu vois, tu as besoin d'un tool de communication, donc il y a Slack, généralement, ça peut être Discord, ça peut être d'autres choses, mais tu as besoin peut-être d'un Loom aussi, souvent, que tu utilises entre collaborateurs si vous êtes beaucoup en asynchrone. Et en fait, tu vas avoir un outil qui supprime un peu tous ces trucs-là, qui sont un peu les standards obligatoires, c'est pas mal, tu vois. Moi, mes défis, un petit peu, là, en ce moment, sur mes stacks d'outils, c'est rendre la boîte AI native. C'est compliqué. Parce que du coup, faut pas être vraiment 100% AI native, mais il faut quand même un peu. Donc, moi. Je pense que c'est le défi de tout le monde là, c'est de trouver le bon. C'est ça, c'est le défi, il faut trouver un peu l'équilibre. Moi, j'ai pas mal de trucs un peu là, j'ai des pistes un peu sur l'onboarding. Vu que moi, du coup, je récorde tous mes calls clients, j'utilise CLDB, c'est pas très, enfin, c'est normal, basique. Et je sais qu'il y a mieux, mais je me suis pas encore pris la tête là. Pareil, ça c'est moi j'ai trouvé enfin mon bonheur, je recommande, je suis même pas payé, j'aimerais bien, je mettrai un lien d'affiliation. Je recommande Clap avec 2 A. Ah, je connais pas. Moi j'ai testé Fireflies, Granola, Nuta, TLDV. Et Clap, c'est celui sur lequel je suis resté parce que c'est celui qui marche le mieux. Il est très axé vente pour le coup, mais moi je l'utilise pour tous mes calls, même mes calls internes et tout. Envoie-moi ton lien d'affiliation. Vas-y. Franchement, ça change bien la vie. Ils ont des intégrations avec les CRM. Alors CRM, du coup, j'ai un CRM à part aussi, qui je pense, après ça dépend des organisations et tout, je pense que sur une agence très verticalisée comme la tienne, t'as pas besoin d'avoir un CRM dédié, genre HubSpot, Pipedrive. Ouais. Moi j'ai un petit CRM, mais j'utilise GHL, Go High Level. Ah oui, ok. J'utilise Go High Level, voilà. Donc tu vois, t'as quand même plusieurs outils, t'as pas juste Notion, Asana. En fait, quand t'es temps, tu vois, t'as toujours plein de trucs. À la fin, quand il faut les brancher, c'est chiant. C'est ça. Et là, moi, je suis dans une mission de couper, tu vois, genre de rationaliser. Et donc, je suis en train d'essayer de prendre le risque. Quand t'es big, pour moi, il faut passer par des petites agences d'automatisation, parce que c'est bien, parce qu'en fait, ils te font une sorte de petit audit et tout. Donc voilà. Mais du coup, sur la partie IA, toi, c'est quoi les enjeux? Est-ce que tu parlais de l'onboarding, c'est pourquoi c'est juste automatiser un peu les infos Ouais, c'est ça. C'est ça. Eux, ils puissent avoir un chatbot avec qui parler, avoir les infos dont ils ont besoin. Exactement, avec les premières pistes, c'est plutôt ça. Mais globalement, l'IA, là, aujourd'hui, sur la créa, ça va très très loin. Je pense pas que ça remplacera tout de suite, mais ça peut t'aider sur pas mal de choses. Tu vois, aujourd'hui, t'as Claude, qui est l'IA ultime pour écrire. ChatGPT, laissez tomber. Pour écrire des scripts, des créas, c'est mort. C'est Claude tous les jours. C'est Claude tous les jours. Claude, c'est un écrivain. Voilà, même les MCP sur Claude, bon, ça va arriver chez OpenAI un jour aussi, mais tu peux typiquement, moi je parlais de Clap, donc mon truc de note taker, IA. Il y a un MCP avec Claude, donc en fait je peux demander à Claude, là mes 3 derniers calls avec Karim, on s'est dit quoi, c'est quoi les next steps déjà, et mon Claude me répond, tu vois. Génial. Voilà. Incroyable. Tu vois, en fait, ça, du coup, je l'utilise pas assez parce que le chatbot déjà dans Clap est pas mal. Mais en gros, je suis en train de refaire là toute ma stack. Et j'avoue que ça m'excite bien parce que quand t'as un Claude comme ça, sous stéroïde avec tous les MCP que tu peux brancher, tu peux en arriver à enfin avoir des utilisations utiles, tu vois. Vraiment next level de l'IA. Totalement. C'est assez banger, Totalement. Donc, je t'enverrai. Écoute, complètement. Mais ouais, Claude, pour moi, c'est l'IA ultime des créatifs stratégistes, des créatifs. Des créateurs et tout. Des créateurs. Pour moi, ChatGPT. Tous les gens, ceux qui écrivent des newsletters. Et du coup, pour X, donc pour ton personal branding, aujourd'hui, tu es accompagné par quelqu'un qui fait quoi? Enfin, à quel point tu utilises l'IA et à quel point tu utilises. T'embauches des gens, quoi. Eux-mêmes utilisent l'IA, probablement. J'ai quelqu'un, en gros, à qui je fais en fait des vocaux toutes les semaines de ce qui se passe dans ma vie, de ce qui se passe dans l'agence et de ce que j'ai envie de promouvoir. Et qui me fait des propositions de posts. Voilà. X, c'est moi qui écris tout. Par contre, c'est pour LinkedIn. Par contre, LinkedIn, on essaie de faire quelque chose de très humain, très, très, très personnel brand. Voilà, je fais pas de l'actu ou quoi, tu vois, c'est vraiment... Et c'est quoi qui t'apporte le plus de résultats entre X et LinkedIn? X, franchement, avant, je le faisais beaucoup pour les leads, maintenant, je le fais pour la gloire. X? Ouais. Ok. Ça apporte plus tant de clients que ça. C'est juste pour se dire, bon, tu vois, je suis là, c'est cool. Mais LinkedIn, ça met une vitesse. Après, on n'a pas trop parlé d'un autre canal de l'agence, c'est les ads. Moi, je fais beaucoup d'ads et les ads, laisse tomber. Je crois que c'est comme ça que je vous avais connu. Ouais. Pour 5 000 € dépensés, j'ai peut-être eu 150 calls. Waouh. Ouais. Solide. Ok. Et combien de conversions sur ça? À peu près. 3 personnes sur 5. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est pas 150 calls vite fait et t'as 2% de conversion, quoi. Ok. C'est ça. Qualifié. 60% de conversion. C'est ça, exactement. Incroyable. Ok. Exactement. Je crois que moi, je vous avais découvert comme ça. Ok. Et c'est vrai que
en fait, il y a ce côté un peu show don't tell, tu vois, c'est-à-dire, une agence d'ads qui fait des bonnes ads, automatiquement, Totalement. Bon, juste merci. Exactement. Ouais, du coup, on a beaucoup de ça. Et là, maintenant, on va voir YouTube. Je sais qu'on m'a dit que YouTube, c'était sous-coté pour une agence. Je connais des gens qui ont une agence, site web, qui ont explosé grâce à YouTube, qui s'appelle Gemeos, si vous voulez aller voir. T'as aussi le fameux pour moi, Road to 100K, qui était fait par Théo Lyon. Bien sûr, Théo Lyon. Théo Lyon qui a tout explosé. Le GOAT des agences sur YouTube. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup regardé ses vidéos. Quand je commençais, ça m'a appris énormément de choses. Honnêtement, j'étais abonné à toutes ses newsletters, etc. Je regardais tout ce qu'il faisait. Ça m'a beaucoup aidé à pré-shot des problèmes qui sont arrivés, que j'ai pu pré-shot du coup. Mais voilà, Théo Lyon, qui a fait grosse son agence grâce à ça, il disait il y avait 30% de ses leads, il me semble, j'ai peut-être pas le chiffre exact, mais 30% de ses leads qui venaient de YouTube. Par contre, c'était des leads beaucoup plus fat et qui étaient déjà close en fait, qui voulaient déjà acheter en fait. Et même, il y avait une stat qui disait que quand tu avais quelqu'un qui regardait plus de, je crois, 4-5 heures de vidéos de toi, c'est comme si c'était un client qui était close. Ok, marrant. Ouais. C'est un peu connu dans l'infopreneuriat, ça s'appelle les vidéos d'endoctrinement, entre guillemets, et tout. Exactement. Au bout de, tu sais que 3 ou 4 ou 5 heures, les gens, ils sont closés, quoi. C'est la même chose. Ouais, mais très fort, Théo Lyon. Sur YouTube. Et du coup, typiquement, avec un groupe comme Kudak, donc le groupe donc, de Théo Lyon, il y a potentiellement des synergies qui sont, etc. Moi, je sais que tu as été approché plusieurs fois pour être racheté ou en tout cas avoir des investisseurs entrants, mais on va dire qu'ils sont venus te contacter proactivement. Je sais pas si tu peux citer des noms ou si tu peux donner des infos là-dessus, mais moi, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé, c'est quoi le type d'offre que tu as reçu et qu'est-ce que tu as donné comme suite. Honnêtement, je peux peut-être pas te donner de nom, parce qu'on sait jamais. Tu ne t'entraînes à rien. C'est ça, exactement. Mais par contre, pourquoi ? Parce qu'en fait, on est une agence qui monte, qui est full croissance tous les mois, tous les ans, qui grossit. On a pris nos locaux, on a une petite awareness, une petite notoriété. Donc c'est intéressant pour eux. Après moi, pourquoi j'avais jamais accepté ? Parce que j'estime que je suis pas encore dans la phase finale de mon projet. J'ai pas eu encore de proposition vraiment. Ok, genre là, t'es avec nous, c'est un truc de fou. Genre, mon agent, ça va faire x2. C'est déjà même ce genre d'offre n'existe pas. Et donc, je sais pas, ça m'intéresse pas forcément. Je suis bien, je suis dans mon coin. Tu pourrais dire, je cash out, je fais une. C'est trop tôt. Je vends, je sais pas, genre 30%. C'est trop tôt. J'ai une légende à écrire encore. Je veux monter mon agence. Oui. Tu vois, au toit de toutes les agences, sur le toit de toutes les agences créatives. Mais non, avant, non. Je fais mon CA, je fais mes marges, etc. C'est déjà bien, c'est cool. Donc tu t'éclates en plus, c'est pas comme si tu souffrais, t'aimes bien ce que tu fais, quoi. Donc, exactement. C'est le plus important. Ça cash out maintenant, c'est trop tôt. Surtout que avec les multiples d'agences, tu peux aller chercher beaucoup plus loin si tu montes beaucoup plus haut. Bien sûr, ouais. Tu vois, je pense que c'est peut-être plus intéressant de cash out quand tu fais 300, 400, 500 par mois qu'en faisant c'est sûr. 100 ou 50, 60, tu vois. Ouais, puis il y a une solidité beaucoup plus établie aussi. Ouais, au niveau des agences, souvent ce qu'on dit, c'est qu'il y a plusieurs paliers. Enfin, il y a le palier des 1 million effectivement par an à atteindre, donc qui correspond à quasiment les 100 000 par mois stable. C'est ça. 1 million 2, 100 000 par mois stable du coup. Mais en gros, ce chiffre d'1 million là, il demande déjà de mettre en place des process, etc. Tout ce que tu as mis en place, et du coup, j'ai aucun doute sur le fait que tu vas y arriver, tu vois. Après, passer de 1 à 10 M par an, c'est encore des nouvelles problématiques, exactement. etc. Et après, au-delà de 10, c'est encore un autre game. Donc, c'est un peu ça, les timings sur lesquels cash out, c'est genre 1 million, généralement 10 millions. Et tu vas essayer de trouver un acquéreur en fait, qui va t'aider à passer à la step d'après, donc de 1 à 10, de 10 à 100. Exactement, moi je pense que je suis trop early là pour l'instant. Et moi en l'occurrence, si on prend mon cas, au K-Media, donc j'avais atteint le step des 1, j'ai vendu à ce moment-là parce que il y avait l'opportunité qui était bonne pour le coup, même si de base, pour l'anecdote, j'avais mis 8 mois, enfin la négociation sur la vente a duré 8 mois. Okay. Normalement ça se fait pas, un deal qui dure 8 mois au niveau de la négo ne se fait juste pas, mais voilà, ils voulaient vraiment, pour le coup on est arrivé sur des conditions qui me convenaient aussi. Ouais, c'était juste trop intéressant en fait. Ouais, c'est ça. C'était devenu vraiment un misplay de refuser, tu vois. Ouais. Donc pour le coup, voilà. Ok. Incroyable. Je te souhaite du coup d'aller cartonner ce palier des 1 et d'aller au palier des 10. J'espère. J'espère. Peut-être on revient dans 1 an, 2 ans et on aura fait peut-être x10. Hein. On fera une update. C'est ça. Merci Karim. J'ai une dernière petite liste de questions. Alors rapide pour le coup, si tu veux répondre du tac au tac, tu peux. Si tu veux développer, tu peux également. Let's go. 3 qualités indispensables pour travailler dans la creator economy, selon toi? Déterminé, la vision, faut avoir la vision. Et le dernier, je dirais encore acharné. Hein. C'est la même chose. Déterminé, acharné, c'est ça. Motivé. Voilà. C'est ça, exactement. C'est ce qui compte le plus. C'est quoi le plus gros mythe sur ton métier? Les gens pensent que faire des vidéos, c'est super facile. Voilà.
réel. C'est quoi le meilleur conseil que t'aies reçu? C'était sur le management, c'est voir les gens comme des ressources. Ça a été quand j'ai commencé à voir ça, les gens que je recrutais comme ça, ma vision elle a changé. Parce que tu les voyais comment avant? C'est juste, j'utilisais mal les ressources, disons. Ok. Voilà. C'est quoi le pire conseil que t'aies reçu du coup? Le problème, c'est qu'un pire conseil, tu l'enregistres pas, justement. Ouais. T'en as forcément eu des dingueries sur la créa ou enfin, Ouais. pas des gens peut-être qui ont essayé de t'apprendre ton métier ou autre. On m'a dit, ouais, t'inquiète, script 100% ChatGPT, ça va plus vite. Ah, c'est vrai. C'est Ouais. vrai ça. Ouais. Ça ne marche pas. Enfin, ne ça marche marchera peut-être un jour, mais je sais pas quand. Pas pour le moment. Ouais, je pense pas. Un truc que tout le monde croit sur toi, mais qui est faux. Que j'ai tout fait tout seul, alors que non, j'ai une équipe qui, eux, m'ont aidé à tout faire. Sans eux, je serais rien. C'est beau. Si tu pouvais recruter n'importe qui dans ton équipe, ce serait qui? Une personne que là, enfin, tu vois, qu'on peut citer. Et... Waouh. Qui c'est que je pourrais recruter? C'est difficile parce que du coup, en ce moment, je suis pas dans une période de recrutement, j'ai fermé là. Franchement, si je pourrais avoir Squeezie, ne serait-ce qu'un seul mois, ce serait incroyable. Je pense que ça changerait beaucoup de choses. C'est vrai. C'est vrai. C'est sûr. C'est quoi la campagne dont tu es le plus fier? Ah, quand même, celle que j'ai fait avec Coquillette. Tu vois, on avait fait un pop-up store. C'était passé sur TF1. Ça avait explosé aussi sur Twitter. C'était incroyable. La campagne que j'ai fait avec la Dark Coquillette, c'était incroyable. Ça me fume vraiment les dark coquillettes. C'est faux. T'imagines le culot quand même de lancer ça. Tu te dis, j'y vais, je vais c'est lever ça. des fonds. Sauf que moi, j'ai pris le curseur, je l'ai mis à fond. Ah ouais. C'est Bobo Pro Max. Ouais, trop bien. Est-ce qu'il y a une vidéo que tu referais différemment, justement, ou une campagne parce qu'une vidéo, ça s'applique peut-être moins du coup. Non, parce que la philosophie, nous, dans l'agence, c'est si la vidéo, t'estimes qu'elle n'est pas à son plein potentiel, tu la sors pas. Quitte à être en retard, tu la sors pas. Donc, jamais, aucune. C'est quoi ton rêve ultime avec Miracle? T'as déjà répondu. Ouais, mon rêve ultime, c'est qu'on devienne l'agence créative numéro 1 de France. De France, du coup. Ça, t'avais pas précisé. De France, De pour France. l'instant. Il y a déjà effectivement Ouais. du taf, vu la concu qu'il y a et tout. C'est ça. Beaucoup à se bagarrer sur le même terrain. Trop bien. Merci Karim, c'était la fin de mes petites questions. Moi, j'en ai une dernière pour toi, par curiosité. Et pour tous les gens qui créent des vidéos en short, en TikTok, etc. C'est quoi la checklist qualité justement de vidéo que tu as? Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo va performer? Que ce soit au niveau du hook, j'imagine, je sais pas d'ailleurs, c'était une sorte de checklist, j'imagine, t'as un Ouais. genre de contrôle qualité interne. Ouais. À quoi elle ressemble? Bah déjà, faut être super honnête avec soi-même quand on a fait une vidéo, se dire, est-ce que tu restes? Ça, faut être hyper honnête avec soi-même. C'est dur, mais il faut le faire. Donc, t'as le hook, vraiment qu'il soit hyper percutant. Bien faire en sorte que ton message soit compris. Faut pas être trop flou. Ça, généralement, sur les vidéos divertissement, les gens ont un peu de mal à faire le juste milieu, tu vois. Donc, voilà, vraiment être un bon message, à la bonne personne. Aussi, bien comprendre à qui tu t'adresses. Tu vois, quand je fais des vidéos à des quarantenaires, je le fais pas pareil qu'à des gens qui ont la vingtaine. Tu vas venir t'adapter sur les formats, sur le message, sur le hook, sur les personnes qui passent dans la vidéo. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et ouais, globalement, c'est ça. C'est le bon son. Puisqu'une vidéo, certes, ça se regarde, mais ça s'écoute aussi. Il vaut mieux avoir un bon son un bon son et une moins bonne vidéo que l'inverse. Globalement, ouais. La vidéo elle a un mauvais son, même malgré qu'elle soit super stylée, tu scrolles. Et aussi, voilà, aussi qu'elle soit très visuelle, tu mets tes sous-titres. Voilà, t'as des gens qui sont dans le métro qui juste regardent, mais n'écoutent pas. Donc voilà, faut qu'en 5 secondes, 3 secondes, qu'on ait compris ce qui se passe, quoi. Très clair. Et du coup, tu l'améliores perpétuellement, cette checklist-là, j'imagine. C'est ça. Enfin, t'as une liste peut-être de checklists en fonction du type de client, donc C'est ça. e-commerce, startup ou autre, Exactement. type de format et tout. Et donc, t'as Exactement. peut-être 500 checklists, enfin, peut-être pas 500, mais. Ouais, non, peut-être pas 500. 500, ça fait beaucoup, mais genre. Peut-être pas 500, beaucoup, mais quoi. Ouais. voilà, après, on a beaucoup aussi une sorte de pré-écriture, enfin, une sorte de process global de veille. Moi, ce que je fais beaucoup quand je regarde une vidéo qui a percé, c'est que je vois les commentaires. Et en fait, en regardant les commentaires, je regarde qu'est-ce qui a interpellé les gens. Je le fais pas tout le temps sur des vidéos divertissement parce que bon, des fois, c'est juste des rêves, des machins. Mais sur les vidéos de brand, faut aller voir là où la personne s'est dit, ok, là, je vais commenter. Pourquoi elle a commenté? Qu'est-ce qui a trigger? Qu'est-ce qui a trigger en fait, Ouais. tu vois? Qu'est-ce qui a trigger? Peut-être c'est le hook, peut-être c'est un truc dans la créa, peut-être c'est une trame. Et ben, moi, je note un peu, tu vois, tous ces trucs-là. Et on a une sorte de winbook, on appelle ça comme ça, de winbook, enfin de golden book, je dis winbook, golden book, qu'on alimente tout le temps avec des éléments comme ça. Donc voilà, je scroll. C'est smart ça, ouais. Du coup, vous documentez, enfin, tu mets un screenshot ou en tout cas le lien du truc qui a Exactement. performé avec la win. Exactement, tu t'expliques, voilà, elle a percé parce que ça, le format c'était ça, on pourrait peut-être faire ça. Globalement, C'est c'est vachement bien. ça Ok. qu'on fait. Et c'est vrai que c'est souvent d'ailleurs des cas, enfin des trucs sur lesquels tu t'y attends pas. Tu sais, tu postes un truc et les gens ils C'est commentent ça. en masse. Surtout sur TikTok, je trouve, où les gens, tu sais, ils aiment bien, je sais pas, vanner ou un truc comme ça C'est sur un ça, truc que c'est t'avais ça. même pas anticipé. Exactement. Donc, Là, ouais, c'est vrai. là, par exemple, je te dis, il y a 2 semaines, je tombe sur une vidéo, elle est super basique, je vois il y a 500 ou 700 commentaires. C'est énorme. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde la vidéo, et moi, en regardant la vidéo, j'ai essayé d'enlever un truc sur l'écran.
Je vois que ça a scrollé, ça a rien enlevé. Je dis, putain. J'ouvre les commentaires. En fait, le mec, il a mis genre une sorte de faux cheveux sur la vidéo. Ouais. La vidéo n'avait rien à voir, c'était un truc super sérieux. Et la vidéo, elle avait percé comme ça. C'est un truc de merde. Ouais. Mais peut-être à utiliser, tu vois. Winbook. Winbook direct, tu vois. Ouais. C'est important de scroll. Pas trop scroller quand même, mais c'est important. Ouais, faut rester éveillé, quoi. C'est ça. Trop bien. Merci, Karim. Je me suis régalé. J'ai appris beaucoup de choses en plus et Ok. c'était trop bien. J'espère que tu as aimé Franchement, merci faire beaucoup ce pour podcast l'invitation. aussi. Avec grand plaisir. Grosse force pour la suite de Miracle. Comme je disais, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez continuer à cartonner. J'espère. Ceux que je connais dans ton équipe, ils sont trop forts. T'es méga solide aussi, tu sais où tu vas, pourquoi, etc. Donc il y a, Merci. selon moi, aucune raison que vous cartonniez pas. J'espère que ça vous a plu. Tous les liens seront en description. Je sais pas ce que tu veux mettre le plus en avant, mais on mettra évidemment le site, la chaîne YouTube pour le Bid & Public C'est ça. et tes réseaux. C'est tout ce LinkedIn qu'il me X. faut. Et puis voilà, on espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez plus d'épisodes comme ça, on regardera, on répondra si jamais vous avez des questions pour moi ou pour Karim. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très vite sur Solo Créa. Ciao, ciao.